Bienvenue dans Keplan, le podcast sport extrême, l'envers de nos aventures et expériences personnelles sur YouTube avec des invités d'exception. Pour ceux qui nous découvriraient à l'instant même, vous nous connaissez peut-être sous le nom Hit the Road, une chaîne de 800 000 abonnés, bientôt le million. Vous avez peut-être découvert avec l'ascension de la Tour Eiffel de manière illégale, l'infiltration dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, plus récemment l'escalade du Christ de Rio, le World Chase Tag. Bref, vous avez compris, le point commun c'est sport extrême, aventure, dépassement de soi. Vous pouvez nous retrouver tous les mois avec ce podcast en vidéo sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, et en audio sur Spotify. C'est le premier épisode d'une longue série. Bienvenue sur Keplan. Yo mon Clems, ouais, je sais que j'avais dit que je ferais les jingles cette semaine, mais j'étais occupé à faire grave du parapente là, du coup j'ai bricolé un truc vite teuf, ça fait genre Keplan, c'est Keplan, on est dans la boîte. Oh c'est pourri, putain, bon. Ça te va? Bon, est-ce qu'on se fait cette explication? Bah ouais, il faut leur dire ce qui se passe, mec, quand même. Ça fait très longtemps que tu y penses, à faire un podcast. Tu m'as dit allez, on fait un podcast, et je t'ai dit allez, on fait un podcast. Tu sais que moi j'ai des idées précurseurs avant tout le monde, où à chaque fois, 1 an et demi à l'avant, je dis il faudrait qu'on fasse ça. Et on le fait pas, et le truc explose. Ouais. Mais on le fait pas, mec, parce qu'on est tellement busy à faire des vidéos exceptionnelles sur internet. Ah, c'est sûr. Que du coup, le temps passe, le temps file. Et là, on s'est dit, allez, 2024, on le laisse pas passer sans avoir un espace de discussion avec plus de proximité. Parce que même si les vidéos, tu vois, elles viennent du cœur, elles sont pensées et réfléchies pour nous ressembler le plus possible, ouais. Bah, mine de rien, c'est quand même des produits finis assez genre courts, tu vois, genre 12 minutes. Et finalement, t'as moins la place de faire le ouf. Enfin, pas faire le ouf, tu vois ce que je veux dire, mais... Ouais, mais raconter des trucs. Moi, en fait, ce que j'aime avec le côté podcast, c'est que tu peux raconter les trucs qui sont autour et qui ont aucune place dans une vidéo classique où c'est un sujet ou juste un truc très défini. Moi, la vérité, c'est que j'adore faire des blagues dans la vie de tous les jours. Je pense. Et je te restreins trop dans les vidéos. Je sais pas si je suis quelqu'un de marrant, tu vois, mais en tout cas, j'adore faire des blagues réellement. Et à chaque fois, je dis à Clem, mec, il faudrait qu'on fasse plus de blagues dans les vidéos, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on fait des trucs sérieux. Tu sais ce que je veux dire, genre, où il n'y a pas forcément la place à la déconne parce que t'es concentré, stressé et tout. Et je trouve ça hyper cool qu'on ait maintenant cet espace où on peut faire des blagues. Le one man show Paul, en fait, c'est ça le podcast. Ouais, j'ai essayé un peu sur la scène du Grand Rex, mais on m'a tout de suite restreint, tu vois, les agents de sécu sont venus me prendre, m'arracher le micro, non, fais pas des blagues et tout. Ne chauffez pas trop, parce qu'il va vous faire la blague de l'ours bleu après. Vous connaissez la blague de l'ours bleu ? Ouais, et puis moi, c'est surtout en fait tout le à côté de YouTube, il se passe tellement de dingueries entre guillemets en off que on en parlera. Il y a un truc qui s'appelle la minute du sale, on y viendra à la fin du podcast, mais cette rubrique, je l'attends avec impatience parce que t'as envie de régler tes comptes. Ah ouais, il y a tellement de trucs qui me rendent ouf et je peux pas le dire à part à toi, tu vois. J'ai besoin de un peu me confier finalement. Évacuer. En fait, c'est une thérapie ce podcast. Un peu, ouais. Ça va nous permettre de laisser sortir des choses, tu vois. Donc c'est vrai que cette minute du sale, elle est un peu à retrouver à la fin de chaque podcast. Elle sera là pour rendre justice, parce qu'on fera totalement justice nous-mêmes, hein, donc ça va être rigolo, je pense, à écouter. Ouais, puis ce qui est chouette, c'est que tu vois sur YouTube, là, le rythme qu'on a actuellement depuis presque 1 an, c'est 3 vidéos par mois, ce qui permet avec ce podcast d'avoir 4 vidéos par mois. Je pense que les gens comprennent plus rien à notre rythme, parce qu'en fait, on est tellement en train de charbonner les vidéos que forcément, parfois, il y a du retard, ça sort de manière un peu chaotique, machin, on essaie de faire le plus de vidéos possible, et parfois, elles sont gourmandes, ces vidéos, tu vois, du coup, ça prend du temps à faire, et donc, c'est vrai qu'on peut vous annoncer ce rythme-là qu'on va essayer de garder le plus possible, c'est-à-dire 3 vidéos par mois et un podcast. Mais tu vois, c'est intéressant parce que pareil, bon, là vraiment ceux qui nous découvrent, ils ont un peu trop d'informations, mais il n'y a pas que de la grimpe ou des trucs extrêmes, il y a plein d'autres sujets, tu vois. Là on est sur un délire moto en ce moment avec des compétitions, il y a du parapente, là on est en train de passer actuellement là, le brevet de parachutiste, si on peut appeler ça comme ça, et en fait il y a plein de trucs qu'on pourra pas mettre en vidéo parce que ça n'a pas sa place, mais que j'ai envie de raconter, genre là tu vois les sensations sur les premiers sauts de parachutisme, ou même l'actu en termes de moto, c'est quoi les prochaines compétitions, où est-ce qu'on galère, comment on se remet de certaines blessures, des trucs qu'on peut pas toujours mettre dans toutes les vidéos. Donc vous l'avez compris, les à côté, mais également il y aura donc des invités exceptionnels. Pas aujourd'hui. Le prochain est déjà prévu. Non mais pour le premier, il fallait qu'on vous explique, qu'on pose un peu les bases, tu vois. Qu'est-ce qu'on va foutre avec ce podcast Keplan ? D'ailleurs, on peut expliquer aussi un peu le nom. Historiquement, on s'est énormément fait prendre pour des baqueux quand on s'entraînait dans les tests parisiennes, tu vois. Parce qu'on était en jogging, grosse basket et surtout toi. Et clairement on détonnait un peu du truc. Et donc
Et puis il y a aussi beaucoup de planques dans ce qu'on fait, tu vois, on est là en train d'essayer. En fait, c'est ça, c'est pour les repérer. vidéos, tu vois, le nombre de fois où t'es comme ça dans une bagnole à patienter en mode putain, le vigile il est toujours pas parti, ou putain il pleut, vas-y, on attend une demi-heure, 3/4 d'heure, voir si ça sèche un peu. J'ai l'impression de passer plus de temps en planque dans une bagnole qu'à faire nos infiltrations, tu vois. D'où planque, quai-plan. Je pense que vous l'avez tous. Quai-plan, c'est aussi l'envers de planquer. Et du coup... l'envers du décor. Voilà, c'est vachement malin quand même. En fait, on a vachement réfléchi. Ouais, ça nous a pris à peu près genre 30 minutes. Max. Ouais, pour le suivant, ça pourrait faire genre... Nouvelle du fond, yeah. Bof, Arte, c'est la nuit. Ah. Et juste en... Ouais, j'avais compris, je faisais le jingle. Non. Ok, j'avais tenté un truc du coup. Les nouvelles du front, du coup, vous l'avez compris, l'idée c'est vous parler depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, mais comme c'est le premier, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces derniers mois? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tu vois, c'est quoi l'actu chaud patate, mais qui n'est pas encore sorti sur YouTube? Bah déjà, juste, moi je voulais faire un dernier point sur fin décembre, sur Buran, tu vois, le dernier film en date. Ouais. Donc, on a fait une avant-première au Grand Rex de Paris qu'on a rempli. Pour ceux qui connaissent pas trop, en fait, tous les ans, plus ou moins, on fait un film documentaire d'1 heure à peu près sur. Là, jusqu'à présent, c'est beaucoup d'exploration urbaine, infiltration. Pour expliquer rapidement Buran, c'est une infiltration hivernale dans des conditions horribles au fin fond du Kazakhstan pour aller découvrir les navettes spatiales du programme Buran, donc du programme de l'ex-URSS. Et en fait, il y a tout simplement une fusée et des navettes spatiales qui dorment et qui sont abandonnées dans des hangars. Donc c'est tout un périple sous la neige pour accéder à cet endroit. Évidemment, sans se faire attraper, on aime bien le truc quand c'est illégal et que c'est pas trop autorisé pour avoir totale liberté dans le spot. On a des super photos qui sont déjà sorties et dispo sur notre shop. Et donc le film, il est visionnable sur notre Vimeo à la demande. Et puis cette avant-première, ouais, du coup trop cool de retrouver les gens à chaque fois. Moi, ce que j'adore, c'est les gens qui applaudissent pendant la séance. Genre, tu sais, pour moi, le cinéma, c'est assez sacré. Ouais. Et dans ma tête, le cinéma, c'est silence radio. Genre, tout le monde écoute son film et tout. Et le fait que les gens sortent un peu du côté spectateur, applaudissent et envoient une émotion comme ça, et tout le monde suit, toute la salle qui se réveille quand c'est les moments clés du film, on va dire. Mais c'est ça que je trouve bien, c'est que comme c'est un peu sacré, et que quand tu... quand les gens sortent profane et tu vois le truc, et ben... En fait, c'est que c'est vraiment incroyable. Du coup, quand ça applaudit, t'es vraiment pris au trip. Et en plus, on est avoir autant de gens, tu vois, tous ceux qui nous regardent. Ouais. Moi, ce que j'adore dans ces projections, c'est aussi voir les premières personnes qui attendent dans la file, genre 2 heures avant, tu vois. Ouais, souvent, on est un peu dans le quartier. Et du coup, là, c'était trop cool parce qu'on a pu aller parler tu vois, genre, les 5 premiers, aux premiers fans qui attendent, tu vois, qui veulent genre la meilleure place. Et donc ça, c'est vraiment trop cool. Et également... ça permet de matérialiser la fin d'un projet qu'on a pensé depuis des années, parce que c'est un projet qui est un peu mythique, entre guillemets, dans l'exploration. Vous l'avez vu, ça s'appelle quand même la quête finale, c'est pas pour rien, tu vois, c'était un peu le Graal pendant très longtemps. Et donc là, c'était super important pour nous de le concrétiser avec un Grand Rex. Et c'était vraiment une chouette expérience, quoi, pour le coup. Donc ouais, non, trop bien. Ensuite, ça charbonne directement la rentrée, les premières vidéos de rentrée. Donc il reste un peu du stock de Chine. Et bien sûr, en fait, ce qui nous amène totalement d'ailleurs à un truc qui nous a beaucoup occupé, c'est imaginer donc la suite. Et je trouve qu'il y a toujours un peu ce syndrome de la page blanche à la sortie d'un projet aussi gros. Tu dis, je viens de sortir ce truc-là, et comme t'es toujours forcément à la surenchère de ok, il faut que je trouve mieux, plus grand, plus stylé, mieux réalisé, machin, et ben en fait, au début, t'as cette page blanche qui se dit mince, qu'est-ce que je vais bien pouvoir bricoler après, tu vois. C'est vrai que tu mets toujours la barre un peu haute et tu veux toujours faire mieux, mais le problème c'est que après c'est quoi, c'est un film de 3 heures avec des effets spéciaux, enfin ça marche pas, tu vois. Du coup c'est dur de se réinventer, et comme on l'a déjà un peu expliqué sur certains réseaux, mais c'est vrai que sur YouTube on n'avait jamais fait le vrai point. Il y a une vraie évolution de la plateforme, bon, les gens le voient, tu sais, avec les super productions des très gros youtubeurs, etc. Et il y a de plus en plus, je sais pas, c'est à cause quelque part du spectateur qui recherche ça, le format à tout prix, il faut que ce soit très défini. Et nous, on est obligé de se casser dans tous les sens pour essayer de continuer à faire ce qui nous fait kiffer, aller dans des endroits pas trop autorisés, en faire des belles photos. Mais à une époque, on pouvait juste faire ça et mettre un titre qui est genre purement descriptif de escalade, immeuble, taille de l'immeuble, photo, tu vois, c'était un peu ça nos titres vidéo. C'est le problème, c'est qu'en ce moment il y a le règne du concept, et en fait des choses qui n'existent que pour être un concept, tu vois. Plein de choses sur YouTube qui n'auraient jamais été faites si la plateforme YouTube n'existait pas et que ça faisait pas un super titre vignette, tu vois. Parce que je sais pas si tout le monde a conscience, mais ce qui fait les vues d'une vidéo, c'est énormément son titre et sa vignette. Normalement, c'est le packaging d'un produit, et quelque part, ce qui vous fait cliquer, c'est que ça a l'air intéressant, tu vois. Et donc finalement, mais pour autant, le fond, tu vois, le fond qui devrait être pour moi genre l'essentiel, tu vois. En fait, il est de moins en moins là.
et tu tombes que sur des trucs qui existent juste pour exister. Et nous, on a du mal à se retrouver un peu là-dedans, et c'est compliqué, ce que tu disais, en fait, de faire coller ce qui nous kiffe à ce qui marche réellement. Tu vois. Ouais. Enfin, MrBeast, c'est encore un peu différent, mais c'est un autre game encore de l'absurdité de la plateforme où tu tombes dans des trucs gratuits de vas-y, le gars il a juste un pactole d'argent et il doit construire des murs et des jerrycans et tout, et on va tirer au tank et si l'argent est pas brûlé, il gagne l'argent, tu vois. Ouais. Genre tu tombes dans des extrêmes qui font mais pour autant t'as envie ouais. de regarder en même temps, mais c'est tellement, je sais pas si on peut dire stupide ou quoi, mais c'est gratuit. En fait, c'est ça, c'est que c'est purement gratuit. Ouais. Et si YouTube n'était pas comme ça, jamais t'aurais fait ce genre de concept. Tu Pour moi, YouTube, comme je le vois, c'est un formidable outil de découverte, de passion, plongé dans des univers de gars qui sont à l'autre bout de la planète. Et pour ces gars-là, un super outil de financer des projets genre incroyables. Tu vois, pendant longtemps, j'ai suivi des photographes animaliers qui partaient en trip en mode bushcraft, machin. Je suis hyper passionné de mécanique, donc ça me permet de me plonger là-dedans. Tous les caries qui font des customs de véhicules de ouf et qui vont les tester dans le Moab. Tu vois, enfin, c'est des fenêtres sur le monde incroyables. Tu vois, d'ailleurs, on a un petit chapitre à la fin, les recos du jour, qui nous permettent comme ça d'évacuer ce trop plein de chaînes à partager, de bonnes choses, tu vois. Et pour moi, il faut que ça reste une fenêtre sur le monde. Quand ça devient une fenêtre sur des trucs vides, c'est super dommage. Et nous, aujourd'hui, on a vraiment du mal, franchement. Ou même l'entre-soi. Bon, après, nous, on fait que des vidéos entre nous, donc c'est un peu l'entre-soi aussi, tu vois. L'entre-soi, on a du mal à fitter, ou même des gens ont peur de fitter avec nous parce qu'ils pensent qu'on est trop fous et que du coup, ils auront pas le niveau, quoi, alors que pas du tout, on s'adapte. Mais il y a ce truc-là où je trouve que de plus en plus sur le YouTube francophone, c'est les mêmes personnalités qui sont en haut et qui fitent entre elles et qui restent tout le temps entre elles. Et finalement, YouTube, enfin les youtubeurs qui critiquaient beaucoup la télé, en fait, de plus en plus, on s'en rapproche. Tu vois, la télé, pour moi, TF1, c'est Arthur et toujours les mêmes humoristes, les mêmes acteurs qui, à l'époque, c'était les enfants de la télé. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais tu sais, c'est toujours le même groupe de gens qui fait tout le temps des émissions et des projets ensemble dans le divertissement. Ouais. Et YouTube, malheureusement, c'est de plus en plus ça. C'est le même groupe de streamers, le même groupe de youtubeurs qui fit entre eux. Et du coup, au bout d'un moment, je trouve que ça manque de nouveauté. Je pense qu'à un moment, on va arriver, tu vois, là, on est encore dans la phase de progression. Et on va arriver à un stade où on pourra plus progresser, et que ça va régresser, puis ce sera peut-être l'émergence d'une nouvelle plateforme, d'une nouvelle manière. Du chaos. Je sais pas, mais pour moi c'est vraiment le même cheminement que la télé, et c'est assez ironique pour une plateforme qui se voulait anti-télé, tu vois. Moi, je pense qu'il y a une grosse partie de ça qui mais je parle vraiment du mainstream très connu. Après, heureusement, le YouTube francophone est extraordinaire et il y a plein de pépites et de trucs trop intéressants. Après, moi, je pense que le trait que tu décris là, c'est quelque chose qui est très humain, de se raccrocher à ce qui marche, tu vois, et un peu aussi une sorte de facilité, même si c'est parfois hyper dur de trouver, entre guillemets, des concepts youtubesques. Tu te dis, ça marche. Et au bout d'un moment, c'est aussi, tu vois, tu parlais des productions qui montent en gamme énormément, et ça on l'a tous vu sur YouTube, mais finalement, c'est des productions qui ont un coût, et quand tu veux assurer de retrouver tes coûts à la fin, tu vois, tu dois t'assurer que les concepts marchent. Et c'est vrai que ça laisse moins de place à juste faire des vidéos kiffantes, tu vois. Ouais, de ouf. C'est aussi un peu le problème. Et en tant que créateur, il faut faire attention à pas perdre ton fond au profit de la forme. Après, ça, c'est un débat qui est, je pense, historique, tu vois. Non, c'est sûr. Mais tu vois, même nous, c'est sûr qu'il y a des concepts qu'aujourd'hui on ne fait plus parce qu'ils ne sont plus du tout rentables. Parce que d'un côté, il y a YouTube qui nous démonétise parce que c'est considéré trop extrême. Je pense aux vidéos de parcours qu'on pouvait faire il y a 4 ans, tu vois, où c'était vraiment purement comment tu construis ta ligne de parcours, où tu répètes chaque mouvement, puis 2, puis 3, et l'idée c'est de tout faire et de tout monter de manière très esthétique. Et ça, d'une, on n'a pas trouvé vraiment le public pour ça. Genre ça marchait, mais c'était pas les vidéos qui marchaient le mieux. Ouais. C'est compliqué de trouver des lignes, d'avoir le temps, de pas se faire virer de l'endroit. Physiquement aussi, c'est assez fatigant. C'est des tournages qui étaient assez longs, qui se faisaient sur 2, 3, 4 jours. Et du coup, l'un dans l'autre, c'est des formats qu'on fait plus parce que plus très rentables par rapport au temps investi, au coût aujourd'hui, parce que maintenant on a un monteur et il faut que ce soit un minimum rentable parce que sinon on perd trop d'argent avec le monteur. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais, non, c'est facile d'être drivé vers des trucs
uniquement qui marche. Ce podcast, c'est vraiment le podcast du kiff. Tu vois, on avait envie de le faire, rien à foutre si ça marche ou pas. Ça marchera peut-être pas du tout, je sais pas. C'est sûrement, ce sera sûrement le cas. Par contre, ce qui est hyper important pour nous, c'est vous lire. Tu vois, genre, dites-nous ce que vous pensez en commentaire, même à la limite, postez des commentaires au fur et à mesure que vous écoutez ce podcast-là, tu vois. Ça n'a pas besoin d'être cohérent, donnez-nous vos impressions. Il faut que ce soit en échange, il faut qu'on évolue ensemble, tu vois. C'est hyper important de dialoguer avec vous, parce que vous shapez aussi l'aventure, tu vois. Carrément. La preuve étant que les concepts que vous aimez, c'est ceux qu'on va avoir tendance à plus faire. Mais c'est sûr qu'on a des concepts qui marchent pas de ouf, mais c'est tellement un kiff et les gens aiment tellement que bah... Moi j'en ai plein des concepts qui marchent pas de ouf. En fait, moi je fais que lui donner, je pense, des idées, et Clem il me fait ouais ça marche pas ça. Non, mais en fait Paul il est plein de ressources, il me fait ouais tu penses qu'on peut partir en moto dans la campagne, puis après on va mettre une tente et on va filmer super proche, des close-up très beaux. Et moi ma réponse pour lui dire je ne pense que ça va pas marcher, c'est je lui dis donne-moi un titre et un concept et une vignette, et si t'as le fameux titre vignette ultime, mais ça tue dans l'œuf, pourquoi pas, tu vois. En fait le problème c'est le temps, tu vois. Mais si on avait vraiment du temps, je sais que ces trucs là ça nous ferait marrer, même si ça fait 2000 vues on s'en bat les couilles, tu vois. Donc ouais non, c'est tout un travail, arriver à jongler, équilibrer tout ça. On a un autre projet phare depuis très longtemps, c'est pouvoir sauter de la tour Eiffel en base jump. Donc ça fait je pense une dizaine d'années. Ouais, facile, ouais. Au bas mot, mais c'est juste pour nous c'était tellement inaccessible, et finalement c'était peut-être réalisable, tu vois. Du coup on en a fait même un sub goal. Si vous abonnez assez nombreux, peut-être qu'on arrivera à concrétiser ce projet là, mais en tout cas on a déjà commencé avec la formation. Donc c'est une formation de skydiving. Ça paraît extrême quand on dit ça, mais donc c'est du sans parachute, tu vois. Parachutisme, c'est parachutisme le plus classique, et je savais pas trop à quoi m'attendre, tu vois, parce que nous c'est vraiment dans l'objectif de un jour faire de l'urbain, du base jump, tu vois. Et donc pour faire ce base jump là, qu'est-ce que le base jump pour ceux qui connaissent pas? Ok, ça c'est sauter d'objets, donc de building, de bâtiment, ouais, antenna, span, donc tout ce qui est genre pont, tu vois, ouais, c'est un acronyme du coup, et earth pour tout ce qui est falaise. Nature, ouais. Donc en gros c'est des sauts plus ou moins à basse altitude, donc ça colle bien avec base, tu vois. Et donc nous c'est vraiment l'objectif. Donc l'idée de faire de la skydive, c'était faire à minima les 200 sauts d'avion, mais on s'est rendu compte qu'en fait c'était une vraie discipline ultra kiffante. Ouais, de ouf. En fait, quand on a commencé la formation, parce que justement il y a cette théorie de, avant de commencer le base jump, il faut entre 100 et 200 sauts classiques de parachutisme pour être à l'aise avec son corps dans les airs, connaître aussi quelques procédures un peu d'urgence, savoir comment se placer, comment réagir quand tu as un problème avec ta voile par exemple. Moi je suis vraiment arrivé c'est une nouvelle discipline, et déjà je veux juste voir si je kiffe. Ça se trouve j'aime pas du tout, donc faire ça à 60 mètres de haut, ce qui est ultra chaud, et bah si j'aime pas déjà le faire dans le ciel, bah je vais peut-être pas aller jusqu'au bout des 200 sauts, tu vois. Bien sûr, moi c'est marrant parce qu'il y a plusieurs trucs où avant d'arriver j'avais des a priori. Venant du parapente avec beaucoup d'expérience de sous-voile, je savais que mon sous-voile il allait être entre guillemets genre un peu comme à la maison, tu vois, et on a découvert des trucs, donc c'est marrant. Et d'un côté c'est flippant en fait de se jeter dans l'avion, tu vois. Finalement tu te retrouves dans quelque chose qui est flippant mais qui est super encadré, et du coup ça laisse de la place à ta peur pour faire quelque chose de bon. Je sais pas toi, mais ta peur, tu vois ce que je veux dire. Alors que quand on est dans les grues et machin, et que c'est totalement freestyle, que rien n'est encadré et que tout repose sur toi, en fait ta peur elle est là pour te dire mec fais gaffe, il faut que t'écoutes ta peur, tu vois. Et quand t'es en skydive, comme tout est entouré de procédures de sécurité, de règlements machin, ta peur en fait t'es juste là pour kiffer d'avoir peur. Je sais pas toi, mais c'est pas tout à fait pareil moi, tu vois. Ouais, en fait si tu veux, moi j'ai besoin dans ma vie d'avoir des trucs où je flippe, tu vois. Genre si j'ai pas eu mon petit quota de je vais te filer le numéro des impôts, tu vas voir si tu vas pas flipper. Non, et du coup j'ai besoin d'avoir mon petit quota de terreur pour me sentir, tu vois, un peu exister, entre guillemets. Et c'est marrant d'avoir de la terreur bien encadrée, entre guillemets, tu vois. Putain, ouais, moi c'est ouf parce que j'ai l'impression qu'en vieillissant, genre c'est pas je kiffe de moins en moins, c'est un peu trop fort comme terme, mais dans l'idée c'est ça. Je kiffe de moins en moins pas avoir le contrôle et avoir peur et avoir de l'inconnu, tu vois. Ah, c'est marrant. En mode vieux con, tu vois, un peu. Ok. Genre c'est pour ça que de plus en plus, genre je reste dans mon confort à l'ascension de tour, parce que je fais ça depuis toujours, de grimper des trucs sans sécurité, tu vois. Ok.
Et du coup, par exemple, ça c'est des débats très longs et ça pourrait faire l'objet de juste un podcast. Bien sûr. Sur ce débat qu'on a sur la dangerosité des sports à vent, type parapente, type parachutisme d'une certaine manière. Ouais, c'est vrai. Où, comme on disait, pour toi, tu peux tout maîtriser avec l'entraînement et minimiser les risques comme tout ce qu'on fait. Et moi, j'ai cette conviction que le vent est un élément immaîtrisable et que même si tu maîtrises tout, du coup, il y a cette part d'inconnu et du coup, je trouve ça trop dangereux. Enfin, oui, on va pas rentrer dans ce débat pour ne pas rentrer dedans, mais quand même rebondir sur ce que tu dis. Mais bien sûr, ouais. Moi, je pense que l'aérologie, tu peux en avoir une bonne lecture, une bonne compréhension, adapter ta pratique aux conditions, tu vois. Et ça, c'est l'essentiel d'avoir, tu vois, c'est des sports à conditions. Du coup, il faut respecter notre petitesse en tant qu'humain, tu vois, là-dedans. Et il faut être humble par rapport à ça, pas forcer les conditions parce que ça marchera jamais. Donc là, on parle vraiment pour le parapente, le speedflying que je connais un peu plus, tu vois. Je suis assez nouveau dans le parachutisme et là, on va vous en parler un peu plus. Mais quand tu as cette approche de bonne lecture, d'humilité et de savoir que tu sais pas, tu peux minimiser également les risques liés à l'aérologie, tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, tu vois, sur les premiers sauts en parachutisme, donc le premier brevet ou diplôme que tu passes, donc en français c'est la PAC, nous ça s'appelle l'AFF parce que c'est le système américain, mais bref, c'est similaire. Les premiers sauts que tu fais, on va dire, je crois que c'est les 2 ou les 3 premiers, tu as tes instructeurs qui sont autour de toi, qui te tiennent, donc tu es quand même à peu près stable parce qu'ils te maintiennent. Et à partir du 3e saut, il me semble, ils sont toujours autour de toi, mais ils ne te tiennent plus, ou du moins le moins possible. Et les premiers sauts où j'étais tenu, et ne serait-ce que la sortie de l'avion, genre en fait j'avais pas peur de me jeter dans le vide parce que c'est tellement des hauteurs extraordinaires et il y a tellement de temps de chute libre que je trouve que tu as moins peur que quand tu es sur une tour de 500 mètres et que là si tu te rates, très vite tu es dans le sol. Du coup la peur c'était plus la maxi boule au ventre avant que la porte de l'avion s'ouvre. Genre l'avion il monte et j'avais le truc de oh putain ça va être maintenant, un peu comme une compétition où avant de t'élancer sur la compétition t'as cette boule au ventre, tu vois. Et une fois que t'es dans l'action ça va mieux, tu vois. J'avoue que quand l'avion il se stabilise à 15 000 pieds après la montée, tu vois, ça fait boum, et puis boum. Et là il y a cet effet d'apesanteur. C'est un moment de flottement et moi dans ce moment de flottement, là ça me le fait tout le temps pour l'instant. J'ai encore un peu mes tripes qui remontent en mode il va falloir quand même sauter dans un avion, tu vois. C'est ça. Et d'ailleurs sur cette notion de saut d'un avion, en fait le truc est démystifié assez rapidement parce que finalement comme tu chutes de très haut, t'es plus en fait pris en charge par l'air que vraiment un saut dans une piscine. Tu vois, quand tu sautes dans un plongeon, t'as un peu tes tripes qui remontent avec l'accélération de la vitesse, je trouve. Et en fait, t'as pas du tout, comme t'as du vent relatif qui vient de l'avion, mais en fait, t'as tout de suite de l'air qui te pousse. Tu vois, là où un saut en urbain, t'as le temps d'avoir cette accélération et qui te fait, tu vas remonter un peu les tripes. Mais c'est vrai que c'est, en fait, quand tu y penses en tant que, genre, tu te poses 5 minutes et tu utilises ton cerveau, c'est quand même fou de se dire, j'ouvre la porte d'un avion et je me jette comme si c'était normal. En fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est le truc est démystifié. Alors que quand il réfléchit concrètement, c'est complètement stupide et fou de sauter d'un avion et de se dire que la toile pliée dans le sac va amortir ta chute et va te garder en sécurité. Tu vois. Et en fait, comme tu es tellement concentré sur toutes les manips de trucs de sécurité, c'est vrai qu'en fait, tu oublies de voir the global picture, tu vois, le truc de manière plus reculée, le plan d'ensemble, tu vois, où c'est vrai que concrètement, tu es en train de sauter d'un avion à 15 000 pieds, ce qui fait 4500 mètres. Mais en fait, du coup, moi, ce qui est ouf, c'est que les premiers sauts, tu vois, je les ai pas kiffés. Genre vraiment les 3 premiers, j'étais que dans vouloir contrôler alors que j'avais 0 contrôle, un peu dans l'angoisse et répéter les sauts. Donc je profitais, je savais même pas ce qu'il y avait en dessous de moi. La ville, tu m'as dit, ouais, t'as vu, on voit la ville de Séville au loin. J'étais en mode, j'ai jamais vu le décor. Moi, j'étais concentré sur mes manips. Et une fois qu'ils te lâchent vraiment sur les 5e, 6e sauts plus ou moins, j'ai commencé à kiffer. Et une fois que tu as fini la fameuse PAC qui est le premier brevet, ensuite tu as un deuxième brevet qui s'appelle le brevet A qu'on a commencé actuellement et qu'on va terminer bientôt la semaine prochaine. Et le brevet A, ton premier saut, tu es tout seul, il n'y a pas d'instructeur, donc vraiment tout ne dépend que de toi et de tes manips. Et ce truc-là, c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout eu la même approche. Moi je l'ai vraiment anticipé au sol et il me faisait peur au sol, genre j'étais angoissé entre guillemets à l'idée de sauter tout seul pour la première fois. C'est vrai. Donc je l'ai vraiment, moi, je l'ai stressé avant de le faire. Et quand je l'ai fait, j'ai trop kiffé. Genre, c'est la première fois où j'avais le temps de
profiter de la vue devant, en bas. J'ai tenté des trucs en mode tiens, j'ai fait une rotation sur le côté, qu'est-ce qui se passe pour comprendre un peu la logique de l'air sur mon corps, tu vois. Ouais. Et j'ai trop kiffé. Et toi, de ce que tu me disais, c'était Moi, l'inverse. c'est un peu l'inverse. Je pense que j'ai repoussé le truc dans ma tête jusqu'à devoir l'affronter. Tu vois, en mode non, t'inquiète, ça va bien se passer. Et en fait, d'un côté, ça c'est un truc que tu apprends beaucoup avec le parapente, et surtout avec le maniement au sol, le ground handling. C'est que en fait, tu peux vouloir faire des trucs avec ton corps, ça sert à rien tant que tu forces pas dans la bonne direction ou que en fait, ou que t'as pas une action sur les commandes. Par exemple, t'es par terre en train de te faire traîner, plutôt qu'essayer de te relever, ça sert à beaucoup mieux d'essayer de contrôler la voile comme tu peux, tu vois. Et du coup, quand tu appliques ça à la chute libre, il faut que tu sois concentré dans la position de chute libre qu'on t'a enseigné pour que le truc se passe bien, tu vois. Et du coup, finalement, quand tu te concentres tellement sur le truc, tu oublies un peu le reste. Et donc, dès que j'ai sauté de l'avion, voilà, j'étais juste focus, tu vois. Et tu penses plus du tout à... Bon, forcément, tu regardes ton altimètre, mais t'es plus du tout dans la global picture qu'on disait de putain, je suis en train de chuter à une vitesse folle, à 200 km/h, voire plus, vers le sol. Ah ouais, non, moi... Peut-être ça déploie, peut-être ça déploie pas, moi, je sais le pas. truc auquel je pensais sur ce premier saut solo, c'est putain, j'ai envie de faire des backflips, parce qu'on venait juste d'apprendre à faire le backflip dans les airs. C'est incroyable. J'étais en mode, vas-y, on fait des backflips, on fait du tracking, donc la position un peu en flèche d'Iron Man pour aller de l'avant, tu vois. Et ça, faut qu'on en parle, mec, parce qu'en fait, moi, j'avais pas du tout conceptualisé que dans le saut d'avion, la partie chute libre, en fait, tu pouvais voler dans le fluide qui est l'air, tu vois. Et c'est vrai que, en fait, ce qui est kiffant là-dedans, c'est faire de la chute libre et pouvoir voler. Les amis, tu voles littéralement comme Iron Man. La position de tracking, mec, t'es en train de fly. En fait, tu fais des bornes, quoi, tu vois. Et du coup, pour la petite histoire, le tracking, faut le faire dans une certaine direction, parce que si tu le fais dans la mauvaise direction, en fait, tu peux percuter les mecs qui ont sauté avant ou après toi. Donc, quand tu le fais, tu dois, bref, on va pas rentrer dans le détail, mais tu dois savoir un peu dans quel sens l'avion drop les gens. Et toi, tu vas à l'opposé pour éviter de rentrer dans ceux qui ont sauté avant toi, quoi. T'es en train de chuter et t'as un mec qui arrive en mode Iron Man qui te percute. Mais tu rigoles, mais c'est chaud, quoi. Paraît-il que les collisions, c'est le risque d'accident le plus fréquent, quoi, tu vois. Surtout quand tu voles en petite formation, de ce qu'on m'a dit, parce que bon, moi je... C'est vrai qu'on est là en mode, non mais tu sais... Toute petite formation de une personne, c'est-à-dire moi-même qui essaie de contrôler la chute libre sans faire n'importe quoi. Mais non, ouais, ce truc-là a été une super découverte. Là, on a 10 sauts, mec. Et bon là, du coup, ça fait 5 jours qu'on n'a pas sauté. Et je me rends compte que j'ai envie de sauter, tu vois. J'ai vraiment envie de sauter, là. En fait, là, je commence à avoir ce truc qui est génial où, tu vois, on a commencé par le parcours. Au bout d'un certain nombre d'expériences et d'années, en fait, tu commences un peu à tourner en rond. Et l'escalade, à ce moment-là qu'on a commencé, pour moi, était un vrai second souffle, tu vois, un renouveau dans ma pratique. C'est vrai. Et j'ai l'impression, mais c'est peut-être encore un peu tôt, que peut-être le parachutisme va avoir ce rôle où aujourd'hui, là, ça fait 14 ans qu'on fait ce qu'on fait. Et je t'avoue que peut-être ça fera l'objet aussi d'un futur podcast, que j'ai peur que ce soit très long pour ce premier épisode, mais ça fait 1 an où moi je suis en perte de motivation totale d'entraînement, parcours, escalade, renforcement physique. Enfin, je suis un peu en bad dans la motivation du physique et du truc athlétique. Et là, le parachutisme, il y a une espèce de truc de putain, j'ai envie de sauter, j'ai envie de tester ça. Vu que c'est tout nouveau et qu'on a suffisamment de petites expériences pour que ce soit plus flippant, mais tu vois, on est vraiment dans la phase où, ok, j'ai l'expérience pour pas trop flipper et comprendre ce qui se passe, mais je suis encore au début de mon expérience pour avoir tout à découvrir et commencer à kiffer. Genre là, j'ai juste envie de sauter 15 fois, de faire mal mes saltos avant pour comprendre pourquoi quand je fais salto avant, mon corps est repoussé en arrière et que ça tourne pas, tu vois. Puis tu vois, maîtriser la chute libre, donc le genre voler avec ton corps dans l'espace, c'est un truc, c'est passionnant, tu vois. Et on est au tout début de la discipline, et je pense que mine de rien, c'est assez rapide d'arriver à une sorte de maîtrise relative de la chute libre. Et nous, on est vraiment dans le 80-20, c'est-à-dire tu progresses très très vite. Et par contre, si tu veux aller chercher le next level ensuite, ça va être énormément plus de travail que tout ce que tu as pu fournir pour une progression minime. Et moi, à titre personnel, je n'ai pas d'ambition d'être le meilleur dans un sport en particulier, mais par contre, je kiffe tellement plus le process d'apprentissage d'un truc. Ce qui me fait kiffer, c'est genre être débutant à nouveau et émerveillé de découvrir plein de trucs, tu vois, et pouvoir avoir des compétences moyennes dans plein de trucs et les connecter pour créer des aventures improbables. Des ponts entre les disciplines. C'est ça qui est hyper drôle. Par exemple, grimper la tour Eiffel puis la sauter. Bien sûr. Voilà, tu vois, c'est un exemple, entre autres, énorme découverte de skydiving. Et puis pour conclure sur cet arc skydiving, je sais pas toi, mais avec ce petit d'expérience, imaginez maintenant tout de suite le base jump. Par contre, ça me terrifie et j'ai aucune envie de sauter. Genre là, demain, on me dit tiens, le parachute il est plié, c'est sûr, t'as juste à sauter, tirer, et jamais de la vie je saute. Genre, au contraire, tu vois, avec le peu d'expérience en chute libre, je crois que j'ai réalisé à quel point c'est un sport
ultra extrême, genre plus extrême que ce que j'en avais l'impression que c'était, tu vois. Je pense qu'en fait, si tu le pratiques de manière consciente, et ça, on aura l'occasion d'en reparler parce que notre prochain invité, il est directement en rapport avec ça. Ouais. Et je pense que si tu le pratiques de manière consciente, c'est un sport qui est hyper demandant. Tu vois. Ouais. Si tu le pratiques un peu, je m'en bats les couilles de ma life, tu vois. Là, ouais, je pense que c'est un peu plus, tu prends un sac, tu sautes. Après, j'ai vraiment aucune expérience du truc. C'est ma vision de la chose et je pense que c'est intéressant de la partager parce que on va voir si ça évolue, tu vois. Avec, Puis ça a forcément évolué avec l'expérience en chute libre. Et donc, par rapport à ce que tu dis là, tu vois, après, est-ce que c'est moi qui pars dans un délire de ouf et j'en serais incapable? Mais je vais définir pour les gens qui sont un peu nouveaux dans le base jump, enfin, qui connaissent pas grand-chose. En gros, le jump en static line, c'est ton parachute est attaché à l'objet que tu sautes. Avec une cordelette. Et en fait, c'est la cordelette qui déploie ton parachute pour qu'il s'ouvre. Et ce truc-là, comme tu n'as pas de chute libre, tu vois. Et précise que du coup, cette fameuse cordelette casse. Elle, justement, elle a une résistance d'une certaine dizaine de kilos, quarantaine a priori. Ouais. Et justement, elle va résister suffisamment longtemps pour extraire ton parachute. Et au moment où le parachute doit entièrement se déployer et se gonfler, la cordelette est faite pour casser, pour que tu ne restes pas accroché à l'objet, parce que c'est quand même con de sauter et d'être accroché par une corde dans le dos à l'objet que tu as sauté. Tu vois. Bien sûr. Et tu vois, on n'en a pas parlé là, mais les voiles de parachute et de base par rapport à un parapente, c'est des trucs qui se traînent, qui sont très safe en pilotage, entre guillemets. De ma petite expérience, hein, tu vois. Et du coup, je me sens vraiment à la maison sous ces voiles. Tu vois ce que je veux dire, par rapport à une voile de parapente qui te demande, qui est très rapide, et surtout sur des voiles de speed, qui te demande un pilotage extrêmement technique, tu vois. Quand je suis sous la voile, bon, c'est gagné, je me pose où je veux, je fais ce que je veux, tu vois, c'est pas bon. Moi j'ai vu quelques champs mais allègrement piétinés. Non, mais c'est vrai que ça plane différemment, donc bon, les distances elles sont adaptées, tu vois. Je maîtrise, je me suis juste posé dans le champ. Non, mais en fait, le fermier il m'a payé l'apéro l'autre jour, du coup. Il fait une petite eau de vie à la prune, je voulais aller voir, tu vois, c'est pour ça que je suis allé dans les champs, c'est pas du tout parce que j'ai mal géré mon apéro. Non, et du coup, tout ça pour dire que finalement, le static line d'un point fixe, sans aucune expérience, c'est la seule forme de base jump où demain il y a besoin, il y a le feu ou quoi, je me vois sauter et je vois le truc bien se passer. Après, ça dépend de la hauteur. Genre moins de 100 mètres, je sens que même static line c'est chaud. Ah non, mais le static line d'un point super haut, tu vois, genre. Un pont idéalement, comme ça, si tu fais un sous-voile à l'envers. Exactement, si le truc se retourne, tu frappes pas le bâtiment. Non, enfin, tu vois, dans des conditions idéales de static line, je me vois sauter sans aucune expérience. Pour resituer, tu vois, ceux qui ont vu la vidéo qu'on a sortie il y a pas longtemps où on grimpe cette fameuse tour en Chine de 500-600 mètres et quelques, énorme. Ouais. Bah, effectivement, mettre sa cordelette au bout de la grue et sauter dans le vide, là il y a tellement de hauteur que sans problème. Mais je pense qu'il y a tellement de paramètres qu'on n'imagine pas qui rendent le truc, tu vois, genre mentalement accessible, mais que plus on va en découvrir, plus on va voir qu'il faut de la maîtrise de ouf pour gérer tous ces paramètres-là. Mais c'est ça qui est super intéressant. Et on a énormément envie de vous partager sur ce parcours-là, tu vois. Ouais. On sera encore démonétisé sur YouTube, mais c'est pas grave. Mais non, pas sûr. Parce que je sais pas si c'est... Tu vois, t'as un parachute, t'es professionnel, machin et tout. Ah. Tu vois. Attends, en vrai, j'ai un truc. C'est la terre du mar. Yeah. Non, toujours pas. Merde. La perf du mois, qu'est-ce que c'est? C'est très didactique, hein, c'est l'épisode 0 et on vous explique et après on le fera plus sur les prochains épisodes. La perf du mois, c'est on a vu un truc sur les réseaux qui nous a choc-barre, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'en parler. On a vu tous les deux la même vidéo. En fait, il y en a plusieurs, mais c'est le même gars. Et je pense qu'on peut parler de ce gars parce que c'est extraordinaire ce qu'il fait. On a pris un peu de liberté parce qu'elles sont pas sorties dans ce mois-là. Mais comme c'est mon podcast, enfin ton podcast, notre podcast, et que c'est le premier, on fait ce qu'on veut. Et puis surtout, il nous tenait à cœur de le mettre en avant, ce gars qui s'appelle Brice Poul. Et notre Brice Poul, il s'est passionné de cliff diving en urbain. Et il nous a sorti des trucs incroyables. C'est-à-dire qu'il faut l'imaginer en train de taper son meilleur sprint tout en haut d'un immeuble avant de parcourir en l'air une sorte de 20 mètres de chute libre pour arriver dans une piscine, donc qui a quand même, qui est pas immense la piscine et qui est assez déportée du bâtiment pour qu'il faille genre viser. Et mec, cette piscine, elle est remplie de glace. Il a sorti toute une belle vidéo making of où il vient la nuit pour casser la glace, pour se libérer un espace. Donc ce qui restreint
encore plus, tu vois, genre latéraux. Quand tu cours sur un toit pour faire un saut de toit à toit ou autre chose, au début de ton sprint, tu vois pas en fait ce qu'il y a derrière avec la perspective. Donc tu es obligé d'avoir confiance en toi, de courir full sprint, et seulement sur les derniers mètres, tu vois enfin ton atterrissage. Et c'est ça qui rend le truc chaud, c'est que il n'y a pas de demi-mesure, j'y vais et je regarde. C'est tu sprints, tu fais confiance à ton instinct et tu gardes la vitesse, parce que si tu perds la vitesse, tu vas plus assez loin. Et cette histoire de piscine, il y a la précision de la piscine en elle-même, mais la précision dans la piscine, du trou où il n'y a pas la glace. Et moi, je trouve ça complètement... En fait, c'est tellement à la fois loin de nos compétences, mais en même temps proche, parce que ça reste un saut de parcours quelque part. Un saut de fond, c'est presque pareil, si ce n'est que là, c'est très très haut. Et moi, ça me choque, quoi. Je suis terrifié, moi. Ah, mais jamais je ferais ça, quoi. Non. S'il y a le feu, peut-être je l'envisage, mais je le ferai jamais pour le plaisir, comme lui, il le fait pour le plaisir, tu vois. Et tu sais que Brice ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a sauté d'une grue. Également, dans l'eau, du coup. Dans un fleuve, tu vois. Donc là, il y a quand même une belle hauteur. Ce truc-là, il a également sauté, je crois que c'est en Angleterre. Il est à l'intérieur d'un bâtiment. Sorte d'hôtel, et il court dans le couloir et il se défenestre littéralement pour sauter dans un canal avec également une belle distance. Parce qu'il saute du coup par-dessus la rue piétonne pour atterrir au niveau de l'eau. Exactement. Ceux qui ont la chance de voir ce podcast sur YouTube pourront bénéficier des vidéos. Et sinon sur Instagram, Brice Poul comme l'animal. Comme exactement, poule. Je pense que vous les trouvez tout de suite. Donc ça nous tenait à cœur de mettre en avant ce gars-là, c'était la perf du mois. J'en profite avant qu'on enchaîne sur l'anecdote. Si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. C'est le seul moyen de nous référencer, de nous mettre dans le top niveau du classement pour que des gens en fait découvrent ce podcast. Si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez liker, commenter. Et là, on pourrait faire... Cette anecdote, mon ami, elle commence il y a quelques mois, donc en gros ma copine devait accoucher. Et en fait, avec ce qu'on fait, on est amené, tu vois, à voyager, et on s'était dit du coup, t'étais au courant, 3 mois avant la date de l'accouchement, il n'y a plus trop de voyages. D'ailleurs, petite info, c'était pour ça. 3 mois avant, on voyage plus. Et d'ailleurs, du coup, l'info, Buran, le Kazakhstan, ça a été le dernier tournage, tu vois. Avant que je devienne papa. C'était ric-rac, c'était février le tournage. Et du coup, mon fils Joseph est né en avril, tu vois, le 25 avril, et donc c'est vrai que ça s'est joué... Fallait pas que ce soit plus tard au Kazakhstan, fallait pas qu'on y reste. Et puis fallait pas que Sergueï te maintienne dans les geôles russes de la base qu'on a infiltré. C'était juste ce qu'il fallait pour être sûr. Et moi, c'était pendant longtemps, avec notre profession, je me suis dit, j'ai vraiment pas envie de louper l'accouchement de ma meuf, tu vois. C'est qu'une fois a priori. Et du coup, tu vois, j'avais un peu la terreur de pas être là, tu vois. En plus, avec toutes ces histoires de personnes qui accouchent, genre bien avant le terme. Et en fait, il y a eu aussi des moments un peu tricky où, ma meuf, Hello, sentait que c'était le moment. Elle entrait à la maison et finalement c'est pas le moment, et du coup est-ce que tu vas à l'hôpital dans le doute, et en plus sachant que c'est 1 heure de chez nous, tu vois, donc on a un peu... Et un soir elle rentre et elle est en mode c'est le moment. Et en fait ce soir-là on a aussi le chien qui est super malade, tu vois, qu'il faut aussi amener en urgence à la clinique. Et donc on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on mène le chien à la meuf? Et donc bon, ça a été le chien. Non, je regarde parce que du coup Hello a senti que, tu vois, c'était pas exactement maintenant. Finalement un peu de temps passe et il faut quand même faire la vie en attendant le heureux événement. Et du coup il se trouve qu'un soir je vais voler, il y a des super conditions, je vole juste à côté de la maison, mon téléphone en parapente du coup. Ouais, en parapente, mon téléphone en full sonnerie et max et tout, tu vois. Et donc là, conditions de ouf, tu vois, le ciel est magnifique, pas un nuage, le vent parfait, hyper doux, tu vois, mais à la fois puissant, donc t'as beaucoup de liberté dans la masse d'air. Je glisse sur le sol comme un ouf, je fais des trucs de proximity avec des petits pieds sur des barrières, il y a des gens qui me filment, je devrais tamer sur une voiture à moitié, mais ça passe, donc c'est rigolo, tu vois. Tout se passe pour le mieux. Le soleil se couche, tu vois, c'est un peu entre chien et loup. Je suis suspendu à mon parapente, je me mets tête en bas, d'ailleurs ce qui est une grosse connerie parce que mon harnais j'ai pas d'épaulière, donc j'ai réalisé à ce moment-là que potentiellement je pouvais glisser jusqu'en bas, tu vois, mais bon je me tenais donc c'était ok. Donc tout se passe pour le mieux, tu vois. Je reçois un appel, donc je me pose en urgence, je pense que c'est maintenant, faut y aller et tout. Donc là on va à l'hôpital, tout se passe super bien, tu vois. Et quelques heures après, j'ai mon fils dans les bras et c'est incroyable. Et donc, bon, c'est pas des expériences qui sont à mettre sur le même plan, mais c'est 2 moments hyper forts dans une vie, tu vois. Bon, l'un forcément plus fort que l'autre, tu vois, mais qui se passent à très peu de temps d'intervalle. Et donc, si tu veux, émotionnellement, bon, je pense que aussi l'expérience en parapente a été décuplée par le fait que mon fils arrive juste après, tu vois. Bien sûr. Donc tout se nourrit, entre guillemets, mais
Et émotionnellement, t'es super rempli. Et je trouve que ce truc-là, d'avoir des bons événements qui t'arrivent de manière super concomitante, tu vois, très serrée, et ben ça marche aussi avec les mauvais événements, tu vois. Et plein de fois, t'arrives dans des situations où juste il n'y a rien qui marche, et toutes les merdes, elles s'enchaînent un peu, tu vois. Ouais. Et dans ces moments-là, moi j'ai un peu un truc auquel je me raccroche, c'est valable vachement en photo, tu vois, c'est que souvent les heures les plus sombres, elles sont juste avant l'aube, tu vois. Donc en gros, l'heure la plus sombre de la nuit, bah, c'est juste avant que ça commence à apparaître, tu vois. Et donc c'est se dire, bon là c'est vraiment pas ouf ce qui se passe, mais je m'accroche parce que dans pas longtemps, tu vois, il fera jour. Et ça marche avec plein de trucs. Et donc il faut garder en tête un peu que quand t'es au plus bas, bah, finalement ça peut que monter, quoi. Et j'avais envie de vous partager ces moments de bonheur là, tu vois, et en tirer une petite, vous partager ce dicton que je m'applique à moi-même. Voilà. Non mais mec, c'est l'anecdote du jour, hein, tu vois, j'ai choisi de partager ça, on ne me juge pas. Voilà. Moi je m'attendais à une chute. Un plot twist, tu vois. Un plot twist. Putain, un trop bon vol et tout, et je me casse les deux jambes. Et je rate la couche. Tout s'est très bien passé, mec. Non mais c'est cool, ouais. Tu vois, et bon, c'est bien de raconter des trucs qui se passent bien aussi. Non, c'est clair. Les trains arrivent à l'heure. Mais ouais, c'est une bonne chose, soit dans des expériences perso ou dans des infiltrations, que c'est vrai que quand t'as tout qui merde, a priori si tu gardes espoir, même tout simplement notre travail, tu vois, avant que on gagne enfin de l'argent avec ce qu'on fait, les vidéos YouTube machin, bah mec, pendant 5 ans on en a chié, quoi. On n'avait pas une thune, on se demandait si c'était un métier, si ça pouvait devenir un métier. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est super important de kiffer ce que tu fais et que tout est rattaché au kiff, parce que ça marche pas, c'est pas grave, t'as kiffé, tu vois. Ça marche pas et en plus t'as pas kiffé, tu vois, là c'est dur. Tu t'es forcé à acheter les pires objets Le Bon Coin pour en faire une vidéo et ça marche pas. En plus tu te retrouves avec des objets de merde, tu vois, littéralement, enfin bref. Et là, ta partie préf, ça ferait la minute du sale. La minute du sale, mec. Tout le monde l'attend. C'est parti. 1 minute. Je pense que d'une manière générale, on va partir du postulat que ça va durer plus qu'1 minute, puisque c'est des anecdotes un peu longues. Et ça rejoint un peu l'anecdote précédente dans le sens où on va pouvoir en tirer quelque chose, je pense. D'accord, ok. Bah du coup tu la connais un peu, mais t'as peut-être pas tout le détail. Tout simplement, on va reparler du fameux film Buran qui est sorti il y a quelques mois déjà maintenant sur Vimeo On Demand. Et donc il est censé sortir sur YouTube dans quelques semaines, mois, je sais pas exactement quand ce podcast sortira. Donc en attendant, il est dispo que de manière payante sur Vimeo On Demand. Et justement le principe c'est que tous les gens qui l'achètent, bah, déjà ça nous soutient, et tout l'argent en fait récolté avec les bénéfices du film permet de financer le suivant. C'est pour ça que pour nous c'est important que le Vimeo fonctionne, parce que ça met beaucoup plus de chances que le prochain film soit encore plus ambitieux, puisse traiter de thématiques diverses et variées. Donc c'est assez cool que le truc fonctionne et que tout le monde joue le jeu. Mais tous nos films, toi-même tu le sais, ont tendance à être piratés sur des plateformes illégales. Ce qui est dommage d'une part, c'est que quand c'est hacké, c'est des gens qui font du screen record dégueulasse, donc déjà le film il est en qualité de merde, et je comprends que des gens n'aient pas le budget, mais juste attendez que ça sorte sur YouTube gratuitement. Parce que le truc, mec, je me permets de te couper dans ton anecdote, mais si tu veux, sur YouTube, ce sera un peu repensé pour YouTube avec des coupures aux bons endroits. Exactement. Mais quelqu'un qui n'a pas les sous pour le film pourra voir une grande partie de l'aventure. L'essentiel, dessus. Voilà. Et donc, il suffit d'attendre. Et tu vois, genre, à la limite, moi, ce que je comprends le plus, et nous, c'était notre volonté de le mettre in fine en quelque sorte gratuit après, c'est pouvoir le rendre accessible à ceux qui n'ont pas les moyens de le payer. Et à la limite, t'as pas les moyens de le payer, et ben, en plus c'est sympa, tu vas voir un pote, qui va voir un pote, vous faites une soirée tous ensemble et vous cotisez entre guillemets, tu vois, genre... À 5, tu prends la location à 5 € pour 24 heures, le film t'a coûté 1 € par personne, tu vois. 1 €. Et j'entends qu'il n'y ait vraiment pas d'argent, tu vois, ça a été notre cas pendant très 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 longtemps, tu vois, mais... un peu de patience à ce moment-là, c'est ce que je veux dire. Puis c'est pas genre 1 an de patience, c'est genre là ce sera 2 mois et demi, 3 mois max, tu vois. Parce que c'est pas une major que les gens piratent, tu vois ce que je veux dire. C'est 2 mecs qui ont toujours galéré, qui galèrent toujours pareil, mais qui maintenant juste ont assez de flouze pour pouvoir produire ces projets-là. Et ben en fait si t'enlèves le flouze, t'enlèves les projets, tu vois. C'est ça. Tout le monde y perd. En fait ça impute le prochain film, c'est ça qui est dommage. Le truc c'est que un jour je me réveille un bon matin et moi je check toujours les messages Instagram, etc. Et je vois plusieurs personnes qui m'envoient des messages, je reçois aussi sur Twitter des messages privés, et ces messages me disent tous la même chose. Il faut savoir que nous avons des infiltrés dans toutes les institutions de ce pays,
Et des gens qui me disent ah tiens, je suis dans le groupe Telegram de Intel, il y a votre film qui est dispo avec un lien Drive gratuitement dedans, donc en mode piraté quoi. Et ça tourne un peu et je voulais juste te prévenir pour que tu le saches, tu vois. Je suis en mode ah ok. Et donc je regarde et donc le groupe Telegram en question, c'est le groupe Telegram d'un ancien meilleur ami, tu vois. Donc je me dis ah c'est bizarre. Autant un gars que je ne connais pas qui pirate, ça fait partie du jeu et voilà. Mais quand c'est un proche, quelqu'un que tu connais, ça fait bizarre, donc je me renseigne un peu, on m'envoie des screens avec des gens qui m'envoient des screens de la conversation entière Telegram, où en fait c'est parti d'un truc. Il y a un abonné de ce Telegram qui a dit « Ah, j'ai vu le film Bourran de Clément et Paul, trop cool et tout, j'ai vraiment kiffé. » Basta. Et quelqu'un répond à ce message en disant « Ah tiens, j'ai un lien Drive pour ceux que ça intéresse. » Et donc la personne en question qui est propriétaire de ce Telegram, qui me connaît très bien, qui nous connaît très bien, plutôt que de soit m'envoyer un message en disant ah tiens il y a un mec qui a mis un truc Drive, c'est pas bien, je dis que c'est pas cool et j'ai supprimé le message, ou à me dire simplement ah tiens tu m'enverrais le lien du film, je suis chaud pour le regarder, parce que nous on a des accès gratuits qu'on peut envoyer à des proches, tu vois. Lui, plutôt que de faire tout ça, il décide de répondre à l'abonné de son propre Telegram en mode ah je veux bien le lien, et du coup l'abonné met le lien dans le Telegram disponible à tout le Telegram. Je sais plus combien il y a de personnes, si c'est, je crois que c'est une centaine, un truc comme ça, donc c'est pas non plus 100 000 personnes, mais c'est quand même 100 personnes. C'est pour le principe, mec. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que cette personne en question, cet ancien meilleur pote, je sais qu'il a à cœur de sortir bientôt un documentaire sur un projet qu'il a fait. Et il m'a posé, en plus, quelques jours auparavant, quelques semaines auparavant, énormément de questions de comment ça se passe le Rex, combien ça coûte de louer la salle, pour le prix de location, est-ce qu'on peut avoir des micros, des machins, qui me pose toutes les questions possibles sur l'organisation d'un grand Rex, puis toutes les questions possibles sur l'upload sur Vimeo on demande, combien la plateforme elle prend en pourcentage, etc., etc. Moi, je prends de mon temps pour lui répondre, parce que ça me fait plaisir de donner des clés. Donc je me fais chier à envoyer toutes les infos. Et derrière, du coup, ce gars-là, il laisse dans son Telegram ce truc-là. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est que d'une, en fait, il se tire une balle dans le pied parce que, comme je lui disais, tu sais très bien quand on est influent, entre grosses guillemets, à quel point, en fait, notre parole compte pour les gens. Et en fait, le simple fait de, ne pas réprimander quelqu'un qui hack le film de quelqu'un d'autre, le fait de ne pas supprimer le mec qui met le lien Drive justement dans son propre Telegram dans duquel on est modérateur, et le fait de, en plus, à travers son message, je veux bien rendre la chose normale, de dire je veux bien le lien piraté, donc j'accepte que tu pirates et je veux bien moi le lien, ben, en fait c'est ouf. Au-delà du côté amitié, coup de sabre dans le dos, toi-même tu veux faire un Vimeo payant, toi-même tu veux faire un grand Rex, donc là tu montres à tous tes abonnés que tu tolères et tu acceptes que des gens piratent des films et potentiellement ton futur film. Donc c'est toute cette démarche que je comprends pas, et ça fait d'autant plus mal quand tu sais que c'est quelqu'un avec qui tu as passé beaucoup de temps, quelqu'un que tu apprécies. Tu balances tes noms ou pas ? Et ceux qui connaissent connaîtront, et ça sert à rien. Encore une fois, l'idée c'est pas d'envoyer des messages, de faire du cyberharcèlement ou j'en sais rien, c'est juste un partage pur et simple de ce qui se passe. Ça a été fait, je m'en fous, je suis déjà passé à autre chose. Et vraiment, l'idée, c'est pas que vous allez envoyer des messages. Ah, c'est bâtard ce que t'as fait. On s'en fout, c'est fait, et puis basta, tu vois. Mais c'est l'idée de l'anecdote du sale. Non, la minute du sale. Je mélange tout, pardon. Et du coup, ça me fait plaisir de pouvoir en parler, parce que je trouve que quand même c'est grave. Et je sais pas si vous partagerez mon opinion, je vous laisserai nous dire en commentaire. Mais je trouve ça assez grave, d'autant plus quand ça vient d'un meilleur pote. Et justement, tu vois, pour rejoindre un peu qu'est-ce qu'on en sort de cette situation, c'est bien de s'apitoyer, mais après, il faut en faire des conclusions. Tu vois, moi, je suis pas quelqu'un qui a 10 milliards d'amis. Les gens qui rentrent dans mon cercle très privé, il y en a vraiment, ça se compte sur les doigts d'une seule main, tu vois. Et il faut bien choisir les gens avec qui tu t'entoures. Et quand tu vois que tu as laissé rentrer des gens dans un cercle très fermé d'amis proches, et que derrière ils peuvent te faire un coup de pute dans le dos comme ça, c'est bien d'excuser, tu vois. Je suis passé à autre chose, c'est pas grave, tu vois. Ça concerne peut-être que 40 téléchargements, voilà, on a perdu 500 balles, bon, tant pis, tu vois. Mais je sais qu'à l'avenir, si cette même personne me redemande des conseils sur comment organiser un Rex, comment on fait pour aller sur Vimeo, quel est le contact pour avoir un tarif préférentiel de je sais pas quoi, moi maintenant j'ai fait une croix, je lui dirais, écoute, tu te débrouilles comme tout le monde, moi je suis chaud pour aider les gens, mais à un moment donné, on me chie dessus une fois, mais pas deux fois, tu vois. C'est un peu la conclusion personnelle que j'en ai. Mais tu vois, moi je suis un peu... je sais que je peux être vachement déçu par les gens, tu vois. Du coup, j'attends rien vraiment. Peut-être que j'ai plus de mal à nouer de vraies amitiés, tu vois. Et en même temps, quand je suis déçu, je suis pas surpris. Tu sais ce que je veux dire ? Ouais, et c'est un peu deux philosophies différentes, tu vois. Ouais.
Mais en tout cas, moi, je suis bien content de t'avoir retrouvé toi. Non, c'est sûr. Et c'est ça en fait qui est dur, tu vois. Par exemple, si tu l'élargis au business, si on peut se permettre une digression, je pensais à, tu vois, il y a pas longtemps la séparation de Villebrequin, donc ce fameux duo qui fait automobile et tout. En plus, tu m'as envoyé la vidéo et tu m'as rien dit sur la vidéo. Et du coup, je le regarde, il se sépare. Du coup, je t'ai envoyé, tu veux qu'on se sépare? Je suis tombé par hasard sur une boucle de vidéos YouTube de théories sur pourquoi Villebrequin s'est séparé. Ah ouais, vas-y, balance. Moi, et non, il y a des gens qui disent qu'ils sont en mode, ouais, il y en a qui veulent plus faire les mêmes projets, peut-être de l'argent, du machin. On n'en sait rien, on ne le saura jamais et on s'en fiche, c'est leur problème, tu vois, ça les regarde. Et je pense que ça doit être bien saoulant pour eux d'avoir, par exemple, côté Sylvain, des gens qui disent, mais pourquoi tu t'es séparé avec Pierre, pourquoi vous voulez pas refaire des vidéos ensemble? Et même chose de l'autre côté, c'est nous pour l'avoir vécu à une certaine époque, on était 5, tu vois. Et à un moment, genre au bout de, je crois que ça fait déjà 8 ou 9 ans, t'es en mode, il y a encore des gens qui sont bloqués en 2015 où on a fait 3 vidéos avec 3 autres gars, tu vois. Non, mais surtout... sur 200 vidéos, il y a 3 vidéos où on était en feat avec 3 autres gars. Mais surtout, nous, imagine à notre échelle qui était microscopique par rapport. Oui, puis à l'époque, on était genre à 30 000 abonnés. Genre, là, Villebrequin, ils sont à 2 ou 3 millions, c'est colossal. Et du coup, ça pour dire que je ne sais pas pourquoi ils se sont séparés, ça m'intéresse pas. Est-ce que c'est purement business, répartition de l'argent, répartition des tâches, répartition du temps? Est-ce que c'est purement personnel, burn-out, besoin de m'occuper d'une famille? Peut-être qu'il y en a un qui a un enfant, j'en sais rien, tu vois. Moi, je pense que c'est vraiment artistique. Ouais, des envies différentes, quoi. Ouais, voilà. Et ça, c'est assez terrible parce que si c'est ça, tu vois, c'est aussi dur de dire putain, j'ai ce désert artistique-là différent qui est pas compatible. Et ça va à l'encontre d'un truc super fort construit, tu vois. Moi, je trouve ça honorable les gens qui ont des chaînes YouTube entièrement seuls, parce que du coup la charge de travail est immense, etc. Je trouve que c'est une force d'être en duo, tu vois, tu peux te reposer sur l'autre, tu peux, dans le cadre d'un podcast, d'un débrief, tu as aussi de l'interaction, t'es pas tout seul à monologuer et à tourner en rond autour de ta propre personne, c'est sympa aussi d'échanger des trucs. Moi je trouve qu'on va plus rapidement tout seul, quelque part. Bien sûr. Mais on va plus loin ensemble. Bon, c'est sûr qu'il y a des compromis aussi pour que les deux aillent dans le même sens, mais la grosse faiblesse du duo, il y a beaucoup de force sur pouvoir répartir, aller plus loin dans le long terme, etc. Mais le problème, c'est arriver à s'entendre sur le fond, qui est la création artistique. Et derrière, quand tu es youtubeur, tu es aussi businessman, entrepreneur, c'est aussi du coup gérer des entreprises, gérer des rentrées d'argent, comment tu répartis. Et nous, tu vois, ce qui est fort, c'est que dès la première seconde, on s'est dit, en fait, on partage 50-50, on sait, toi comme moi, qu'on a des compétences différentes, complémentaires, qu'on donnera le maximum de notre personne. Et du coup, on va pas regarder, ah ouais, Paul, il a fait 5 heures, Clem, il a fait 3 heures, donc on va répartir comme ça. Non, on a donné chacun notre max. Certaines tâches prennent plus de temps, donc on essaie de se les répartir pour pas que ce soit toujours le même qui travaille. Et dès le début, 50-50. Et je sais que j'ai parlé avec beaucoup de gens du milieu de YouTube et tout. Et quand je leur dis qu'on fait 50-50, ça les choque. En fait, ce qui les choque, c'est pas tant de... Genre on fait une vidéo commune, il y a un sponsor au milieu, 50-50, ça choque pas, tu vois. Mais quand je leur dis que c'est 50-50 sur tout, donc je fais une promo Insta payante sur mon Insta personnel, je monte moi-même le reel et je le poste moi-même, donc le travail est à 100% de mon côté. On fait quand même 50-50, parce que nous, justement ce qu'on se dit avec Paul, c'est que l'un comme l'autre, on n'en serait jamais là aujourd'hui sans l'autre, tu vois. Donc c'est normal que on fasse 50-50 et puis peut-être que dans 2 semaines il y aura un reel sur ton compte et ce sera identique, tu vois. Ouais, c'est ça. On a la chance que ce mais vraiment le 50-50 quand c'est un truc purement personnel sur ton compte personnel, ça choque de ouf les gens. J'ai discuté avec Cyrus North il y a pas longtemps, il était en mode ah ouais sérieux, putain vous avez confiance et tout. Mais en fait moi le truc, il se trouve que c'est équilibré plus ou moins, tu vois, qu'on fait chacun un peu des OP perso entre guillemets à côté. Et donc je trouve pas qu'il y ait de déséquilibre, ou alors peut-être que c'est que dans le bon sens, donc il n'y a pas de déséquilibre mec. C'est nickel. C'est nickel. On continue comme ça. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais en fait, comment dire, moi j'ai toujours vu le truc, ce qui compte pour moi c'est faire l'aventure, tu vois, genre avec toi, c'est faire des vidéos avec toi. Et donc, si tu veux, si l'output de cette vidéo c'est que moi j'ai des OP ou que toi des OP, en fait c'est pas le principal. Et puis en sachant que l'ensemble de ce qu'on gagne finance nos projets de manière globale, tu vois. Je pense qu'il y a ce truc là où tu vois les générations plus récentes d'aujourd'hui qui se lancent sur les réseaux, souvent c'est de manière intéressée, ils savent que derrière tu peux en vivre et faire de l'argent. Là où nous, quand on a fait nos premières vidéos, c'était le début de la monétisation au sens large. Et pour nous, à notre échelle et dans notre niche de sport extrême, c'était genre impossible d'en vivre. Donc dès le début, en fait, les projets, c'était pour le kiff. Tout l'argent qu'on gagne, c'est en priorité pour faire les projets, parce que c'est ça qui nous fait kiffer. Et aujourd'hui, il reste de la gratte
pour vivre plus confortablement, donc trop bien, tu vois. Ouais. Mais l'essentiel, tu vois, c'est de faire les projets, de pouvoir les faire dans des bonnes conditions. Et il y a une époque, quand il n'y avait pas toutes les bonnes conditions, on dormait dans des hamacs sur les toits, dans des endroits schlag. Ouais. Aujourd'hui, on a le luxe de prendre des hôtels avant d'aller grimper des tours, donc c'est confortable et ça réduit aussi les risques et la fatigue. Bien sûr. Mais c'est ça qui est cool, c'est que la priorité avant tout, c'est de financer les projets. Et c'est pas de se dire il faut a priori que je gratte 3 000 € par mois, donc on va pas faire ce projet ce qu'il est pas rentable. Non. Ouais. L'exemple de Bourane, pour l'instant on est en full déficit et on a dépensé plus que ce que ça nous a rapporté. Je crois qu'on approche de l'équilibre tout doucement. Ouais, je crois qu'on commence à rapprocher du zéro, tu vois. Je sais pas pour toi, mais je m'en fous en fait, l'aventure était tellement ouf que. Je suis vraiment comment dire. Je pense que j'ai une gestion intelligente de l'argent, mais à titre personnel. Je suis vraiment hyper désintéressé par l'argent en tant que valeur, tu vois. Ce que je valorise vachement plus dans la vie, c'est un peu cliché mais je crois que je dis que des trucs clichés dans ce podcast, c'est terrible, mais c'est plus l'expérience. Tu vois ce que je veux dire par là? La décharge. Ouais, enfin, je sais pas, mais tu vois, enfin, bon. Bah, le bon exemple. On est dans une putain de Dacia, c'est une voiture bas de gamme premier prix, tu vois. Pour moi, c'est le produit bleu des 4, la Duster. Ouais, tu vois. C'est le truc qui en fait, j'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin d'avoir un chien, j'ai besoin d'avoir un semblant de 4x4 pour les chemins ghetto autour de chez moi dans la campagne et tout. Mais tu flexes pas. Donc c'est utilitaire. En même temps, on n'a pas les moyens de flexer. Tu vois, genre là demain, je peux m'acheter une. C'est quoi, c'est la Ford Ranger là, un peu le truc 4x4 à 100 000 balles. Ranger Raptor. En même temps, c'est pas écologique. Mais ça m'intéresse pas, tu vois. Genre ça fait le taf. Et je préfère, avec tout l'argent que j'ai économisé pour pas acheter une grosse bagnole, aller sauter en parachute. Genre là, je me finance sans saut et c'est génial, tu vois. Oui, mais par exemple, tu vois, entre acheter une maison, tu vois, par exemple, clairement, 1000 sauts en parachute, c'est 30 000 €, tu vois. C'est ça qui me fait comme ça, c'est beaucoup d'argent. Entre 1000 sauts en parachute et un apport pour une maison. 1000 sauts en parachute. Ouais, tu vois. Faudrait juste pas que ma meuf regarde le podcast, mais sinon on est tout bon. Pour le coup, 1000 sauts, ouais. Donc ça veut dire que tu valorises plus l'expérience que te construire un patrimoine immobilier. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tout bleu, tout blanc. Enfin, non, évidemment. Mais tu vois, moi je trouve que l'argent n'est jamais aussi bien investi que sur toi d'en forger des compétences. En fait, c'est un truc tout simple. Le jour où tu meurs, t'as une belle maison, bon à la limite ça va à tes enfants, c'est cool, mais ça s'arrête là, tu vois. Alors que les compétences physiques, mec. Alors que si toute ta vie t'as vécu heureux, t'as vécu des expériences et tu te sens complet et rempli, tu vois, ça a à la limite plus de valeur que d'autres trucs, tu vois. Après une maison c'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est important dans une vie d'avoir quand même un foyer, etc. J'écoutais, tu vois, la table ovale avec Joko et McFly et Carlito et ils parlaient de la confiance en soi et la confiance dans la vie et j'étais vachement d'accord avec eux. Bon, ok. Tu vois, ils s'en foutent que je sois d'accord avec eux, mais dans le sens où, dès le départ, dans notre live, moi je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me rend heureux? Faire du parcours. Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire du parcours? Ok, une paire de baskets à 15 €, tu vois. Genre le produit bleu des 4, c'était littéralement le meilleur que tu pouvais acheter à l'époque. Ok mec, mon bonheur est plutôt assuré pour 15 balles. Je sais que je peux me débrouiller pour dormir quelque part s'il faut, tu vois. Je pourrais toujours m'entraîner. Mon bonheur est garanti, tu vois. Donc à partir de là, on va essayer de faire un truc cool avec la vie, tu vois. Carrément. Et c'est vrai que, tu vois, quelque part, la confiance dans la vie, c'est genre tes attentes, tu vois, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour être heureux. Et quand c'est super bas pour être heureux, c'est vachement bien, tu peux être encore plus heureux, tu vois. C'est là. Ah, la reco, c'est la reco. Et en même temps, on peut rester simple, tu sais, genre juste dire bon, c'est la reco, voilà, la reco. Mais cool, hein. Et on approche donc de la fin de ce podcast. On termine par des petites recos, truc assez classique dans un podcast finalement. Moi j'ai une chaîne YouTube, je voulais absolument en parler parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler à un autre endroit, qui s'appelle Polygone, comme un polygone mais qui s'écrit Paul, comme le prénom Paul, Paul Igone. Et c'est une chaîne YouTube d'un mec, donc un français. J'adore ce qu'il fait, c'est rénovation bricolage. C'est vraiment le truc de daron, mais en fait ce qui est cool c'est que ses vidéos sont ultra bien réalisées. Donc des plans super jolis, des petits sliders, des timelapses, enfin tout est très 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 bien filmé. Il est aussi inventeur entre guillemets, il crée des objets complètement inutiles mais totalement indispensables. Genre un espèce de réveil connecté qui fait que quand son réveil sonne, ça sort un café sur sa table de nuit avec tout un système. Comme ça en gros quand son réveil sonne, lui il ouvre les yeux et son café est déjà prêt, il peut le boire. Ou alors il a aussi créé un truc incroyable entre sa salle de bain et sa buanderie qui est au sous-sol avec un système de tuyaux et de succion où en fait il met son linge sale dans une boîte, il actionne le truc et avec un système d'air qui aspire, ça aspire son linge à travers des tuyaux transparents pour les déverser au sous-sol là où il y a sa buanderie et donc sa machine à laver.
Et c'est extraordinaire, genre, et il crée ça de A à Z, donc il te monte, il achète les moteurs, il fait les boîtes, les trucs. C'est trop chouette à regarder, ça passe super vite, c'est super bien filmé. Et le seul défaut qu'on peut lui trouver, c'est qu'une fois que tu as regardé sa chaîne, tu fais vite le tour parce qu'il n'y a pas non plus 400 vidéos, il y en a, je sais pas combien il y en a, mais ça va très vite. Et du coup, bah, il en sort genre une par mois ou tous les 2 mois. Et t'es en mode, putain, quand la prochaine que je kiffe, tu vois. Tu vois, ça, c'est une récurrence de mecs qui bossent. Des mecs qui sortent une vidéo par semaine, ils n'ont pas le temps de faire un truc. Bah, en plus, quand c'est de la rénovation, genre, il faut que tu fasses tes travaux. Bah ouais. En même temps, tu les filmes bien parce que c'est ultra bien réalisé. Donc ouais, les temps de tournage sont immenses, mais vraiment la chaîne extraordinaire. J'irai regarder. Alors écoute, moi c'est la chaîne de Benjamin Melot qui en ce moment même, donc c'est le Dakar, le rallye Dakar, le fameuse épreuve mythique. Et en fait, donc chaque jour, il la documente. Il a toute une équipe avec lui qui le suit dans cette épreuve. Okay. En gros, le projet était de faire courir son préparateur sportif qu'il a accompagné sur de nombreuses épreuves avant. Et donc ils ont couru ensemble le rallye du Maroc. Et en fait, ils sont en moto. Ils sont en moto. Okay. Pardon, ouais, ils sont en moto sur des rallyes et c'est hyper gaulerie parce qu'ils n'arrêtent pas de se vanner en permanence. C'est une super ambiance et en fait tu plonges dans le Dakar à travers les yeux d'un pilote genre accompli, mais qui connaît en fait plein de monde, tu vois, qui est super pote avec les top pilotes. Et donc en fait t'es super proche d'eux et tu les regardes se balancer des vannes et t'es vraiment en immersion, tu vois, genre dans la course. Et ces gars-là ont un capital sympathie et genre assez ouf, je trouve, ce qui fait que t'es vraiment au plus près d'eux, tu vois. Donc tu vis la course de l'intérieur, t'accèdes à des endroits où tant que t'es pas genre pilote officiel, genre t'y es pas, tu vois. Et avec une récurrence de une vidéo par jour, tu vois, chaque étape du jour, elle est tournée, montée, uploadé, tu vois, pour ton bonheur. Donc là, c'est la fin du Dakar, on a pu suivre tu vois, tout ça. Donc vous avez quelques vidéos à les rattraper. C'est vraiment une top série qui nous produit, donc big up à eux. Ils sont 4 maintenant. Mais ça qui est cool, tu vois, avec... tu vois, le Dakar, c'est un peu dans l'esprit genre daron, télé, où tu vois que les top pilotes et tu vois surtout que des highlights, tu vois pas toujours la vraie course de A à Z ni les off. Alors maintenant le Dakar il est diffusé sur l'équipe et je crois France Télé aussi. Ils ont de plus en plus de... Enfin ça revient un peu tu vois à la mode et ils ont de plus en plus de relais. Parce que sur le Dakar de l'année dernière du coup moi j'ai eu plein de suggestions YouTube parce que vu que nous le projet c'est de faire le Dakar à un moment donné, je pense que l'algorithme a compris que je m'intéresse au sujet et il m'a inondé de vidéos. Et justement je suis tombé sur quelques mecs comme ça qui montraient les off. Je trouvais ça vachement cool de démystifier la course mystique du Dakar et de montrer que, alors bien sûr c'est très dur, mais j'ai ressenti le feeling des quelques courses qu'on a fait nous ici au Portugal, où tu vois en off c'est quand même assez marrant et tout, et puis bon après les mecs sur la piste ils bombardent et ils se mettent du sale. Mais l'ambiance elle est top, et puis en fait cool, c'est hyper drôle de voir les mecs super relax en te parlant de performances sportives incroyables quoi. Carrément ouais. C'est la fin de ce Quai-Plan. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas sur YouTube, donnez en commentaire peut-être des choses que vous voulez qu'on aborde, des invités. Vraiment, c'est ouvert à tout de A à Z. Si vous êtes sur Spotify, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas les 5 étoiles pour le référencement. C'est le seul moyen de nous référencer. Donc allez-y, bombardez les 5 étoiles. On se retrouve le mois prochain. On n'a pas de date très précise finalement, je suis en train de me dire. Non, mais c'est un par mois là. Mais c'est un par mois. Tu vois, donc tu comptes, s'il y a déjà eu 3 vidéos qui n'ont rien à voir, c'est que le Quai-Plan. Donc fin février, a priori, il y a l'épisode 1 qui sera le vrai premier épisode, parce que c'était l'épisode 0, on explique comment ça marche. D'accord. Sur ce, sinon sur YouTube, vous pouvez nous retrouver toutes nos vidéos. Une vidéo tous les jeudis à 18h sur Instagram, des stories, des reels, etc. @PaulRDB tout attaché, @Clément_HTR. C'est un point d'ailleurs, c'est pas un underscore, même moi je connais pas mon propre @. Bref, plein de bisous, merci de nous avoir écoutés et à très vite. Ciao.